Le Grenier du Rire à Paris, dîner, spectacle et café-théâtre, vous accueille toute l'année avec ses artistes, humoristes, magiciens et imitateurs. Une salle conviviale, intimiste, avec plus de 45 ans de rire. Venez fêter tous vos événements, anniversaires, enterrement de vie de jeunes filles ou de garçons, départ en retraite, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre amis ou avec votre entreprise. Réservation plus petit cadeau offert avec le code SPEED Radio au 01 43 80 68 01. Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons l'honneur d'accueillir pour cet épisode Élise Orliz. Je précise le nom de famille car nous avons déjà accueilli une autre Élise il y a quelques semaines. C'était d'ailleurs Élise Guiliani plus précisément. Bonjour Élise Orliz, comment vas-tu ? Salut Flora, ça va très bien, je te remercie de l'invitation, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Donc tu as actuellement ton spectacle Ma philosophie, c'est bien ça ? C'est ça, oui. C'est un spectacle que j'ai créé en 2022 et qui est en pause actuellement parce qu'on fait des petites réécritures sur le texte et sur la mise en scène aussi. Ok, super. Si tu veux, tout à l'heure, on pourra en parler plus en détail. Avec plaisir. Parce que j'ai une petite introduction pour toi que j'ai préparée. Ah, super. Donc, c'est des questions un petit peu décalées pour mieux te connaître. Est-ce que ça te va ? Vas-y, c'est parti. Chouette. Alors, pourrais-tu nous donner 3 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? La colère. Ok. C'est difficile. Comme ça. La colère... 3 traits de personnalité. Qu'est-ce que je ne suis pas ? Telle est la question. La tristesse. Ouais. Je suis plutôt quelqu'un de joyeux. Je ne suis pas. Si tu veux, pour 2, on peut s'arrêter exceptionnellement. Allez. Et un compliment que tu aimerais qu'on te fasse ? Le premier qui te vient à l'esprit. Comme j'ai pas mal été complexée d'être très grande quand j'étais plus petite, paradoxalement, j'aimerais bien qu'on me dise « Tiens, t'es pas si grande ». Donc on peut pas dire que tu es une grande fille. Et un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire ? J'adore Alexandre Astier et je trouve qu'il écrit merveilleusement bien. Ok, très bien. Et si tu devais choisir entre la scène et la philosophie ? Si je devais choisir entre la scène et la philosophie, je choisirais... En fait, quand on fait de la philosophie devant les élèves, on fait un peu de scène, puisqu'on se met un peu en scène soi-même. Et quand je suis sur scène, je parle de philosophie. Donc les deux sont vraiment entremêlés. Mais je dirais la scène. Sinon, t'as pas les applaudissements de tes élèves. Ouais, voilà, c'est ça. À part éventuellement pour le spectacle de fin d'année et encore. Ça. Et si tu devais résumer ton spectacle en un seul mot ? En un seul mot, c'est de la vulgarisation. Ok, très bien. Donc pour revenir un petit peu à ton spectacle, on s'est donc croisés il y a quelques mois aux Olympiades du Rire, organisées par Sébastien Molina, qui est d'ailleurs venu récemment nous parler de son incroyable parcours et des événements qu'il organise, notamment le Grenier du Rire avec le dîner spectacle. Et donc ce soir-là, Élise, aux Olympiades du Rire, tu as remporté le premier prix. C'est le 3e prix. Le 3e prix ? Ouais, le 3e prix. Non, c'est déjà très bien. C'est beaucoup. Enfin, c'est bien, c'est super. C'est ça, il y avait un podium, du coup, c'était fait un peu comme des Olympiades, comme pour les sportifs. Donc, j'ai eu la médaille de bronze. Et c'était la première édition cette année. Et je crois que ça va être amené à être reconduit parce que c'était un grand succès. Il y avait vraiment beaucoup de monde, je crois à peu près 200 personnes. Donc, je suis ravie d'avoir gagné ce prix. C'est vrai que la salle était bien remplie. Tu as eu beaucoup de rires. Il y avait pas mal de professionnels qui étaient présents. Oui, tout à fait. Il y avait vraiment on a eu un beau jury, on a eu un très beau jury puis un super public, donc c'était une super expérience. Et la concurrence entre guillemets, donc les autres humoristes, franchement c'était assez rude. Il y en a qui avaient il y avait des très bons niveaux d'expérience, et puis on était vraiment beaucoup d'humoristes, on était une vingtaine je crois ce soir-là, donc voilà. Et en plus du prix, du coup Sébastien m'a invité à faire un 30 minutes prochainement au Grenier. Ah, super. Voilà, donc ça c'est en plus des prix qu'on a gagnés.
Donc voilà, donc je vais faire mon 30 là-bas le 21 janvier. Ah, c'est bientôt. Ouais, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Je suis très contente. Ça y est, t'es prête, t'es rodée? Ouais, j'ai déjà fait plusieurs fois des 30 minutes et ça me permet, là, comme ce que je disais tout à l'heure, comme le spectacle est en pause, ça permet aussi de le retravailler en attendant la reprise en juin. Une belle opportunité encore. Ouais, c'est ça. Et les autres candidats qui ont gagné, tu sais s'ils ont ce privilège-là aussi Oui, en fait, je crois qu'il a proposé aux 3 gagnants de faire des 30 minutes. Et en plus, on a tous eu des prix individuels. Moi, notamment, j'ai eu une séance photo pour pouvoir refaire l'affiche de mon spectacle si je le souhaite, me faire un book. Ah, c'est génial. Ouais, en c'est plus bien. de la visibilité sur tous ces réseaux, ça, c'est super. Et d'ailleurs, comment en es-tu arrivé à candidater pour cette émission? Comment ça s'est fait? Pour le Grenier du Rire? Pour les Olympiades. Alors en fait, j'étais allée jouer au Grenier du Rire, donc des 5 minutes. Et ensuite, Sébastien m'a proposé de passer le concours. Et donc en fait, les auditions, c'était... on passait 3 humoristes, faisaient chacun 7-8 minutes. Et ensuite, c'était le public qui votait. Et donc il y a eu comme ça. Ensuite, il y a eu une première session... Puis un rappel des quarts de finale où le public a encore voté. Et après, les 20 finalistes en fait, se sont retrouvés au Grenier du Rire et ont participé à la soirée. Ah, c'est un peu comme le Candidator? Oui, auquel j'ai jamais participé, mais je crois que c'est un peu le même principe. Ok. Et tu penses t'inscrire du coup à d'autres sessions pour être en compétition avec d'autres humoristes et tenter de remporter d'autres prix? Il y a souvent des concours dans le stand-up. Donc ça m'est arrivé d'en faire plusieurs et quand l'opportunité se présente, oui, c'est avec plaisir. C'est pas tant la concurrence qui est sympa, mais de jouer avec d'autres humoristes et devant un jury de professionnels, c'est toujours bien. On a des retours, des bons retours, et puis ça permet d'améliorer aussi son jeu et son écriture. Donc, Et ça change des caves dans lesquelles on peut se retrouver. Ouais, aussi. c'est ça. Puis c'est toujours bien en fait d'avoir des retours de la part de professionnels, et parfois dans les jurys, il y a aussi des gens qui sont pas nécessairement du monde du stand-up, donc c'est bien aussi d'avoir des avis de gens qui se souviennent plus du théâtre ou plus de la radio, de la télé. Moi je faisais du théâtre avant de faire du stand-up, donc c'est des retours qui peuvent être précieux pour la mise en scène ou sa présence scénique, son écriture, le rythme, tout ça. Ouais, j'imagine. Et t'as fait quoi comme cours de théâtre? Alors moi j'étais dans une troupe quand j'étais très jeune, quand j'étais ado. C'était les cours de mon école de ma ville, une petite école de théâtre, et du coup j'ai fait ça quand j'étais au collège. C'était un peu mon activité du mercredi après-midi, que j'ai poursuivi pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'aille à la fac. Et puis quand j'ai commencé mon doctorat de philosophie, du coup j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps de faire du théâtre, et suite à ma soutenance de thèse, quand j'ai soudainement eu plus de temps, là ça m'a manqué, ma troupe n'existait plus, et du coup c'est à ce moment-là où je me suis mise au stand-up. D'accord, impressionnant. Ouais. Donc en fait j'ai plus ou moins toujours fait du théâtre, sauf pendant mes années de thèse où là j'ai fait plus que de la philo parce qu'on n'avait pas le temps de faire autre chose. Et puis dès que j'ai fini ma thèse, j'ai eu envie de reprendre. Ok. Et dans tes sketchs, donc tu parles beaucoup du fait que tu sois prof de philo, j'imagine, ou tu n'insistes pas sur cet aspect-là et tu reprends certains auteurs comme Nietzsche pour essayer de vulgariser un petit peu des aspects complexes? Alors, je parle du fait que je suis prof de philosophie. Après, dans mon spectacle, c'est plus un one-woman show qu'un spectacle de stand-up. C'est-à-dire que je me mets en scène moi-même. C'est-à-dire... je joue le rôle d'une prof de philosophie, donc c'est évidemment tiré de mon expérience perso, mais c'est un peu du personnage. Là tu reprends les codes du théâtre, je suppose, que tu as appris précédemment. Voilà, c'est ça. En fait, le pitch du spectacle, c'est l'histoire d'une prof de philosophie qui n'a pas percé, qui voulait être une grande philosophe et qui a échoué, et qui du coup revient sur scène pour se venger des philosophes qui eux sont devenus très connus. D'où la référence à Kill Bill sur la fiche de mon spectacle. Je suis en tenue de Kill Bill. Et donc, voilà, ça démarre dans l'Antiquité. Et en fait, j'abats les philosophes un par un de l'Antiquité jusqu'au 21e siècle. On remonte les siècles comme ça. Tout s'explique. Ouais, c'est pour ça qu'il y a quand même une mise en scène, c'est théâtralisé. Donc, c'est pour ça que c'est plus du one que du stand-up. Et tu portes les mêmes tenues sur scène?
Ouais, je chante une Kill Bill, ouais. Vraiment ? Ouais, tout à fait. C'est pour ça que c'est pas vraiment du stand-up, mais c'est vraiment le pitch, c'est je m'attaque aux philosophes. Et donc, si t'as vu le film Kill Bill, c'est l'histoire d'une femme qui revient se venger contre lui. Mais elle a pas une espèce de sabre aussi ? Si, tout à fait, que j'avais dans la première mise en scène et qu'on a fini par enlever. Je l'avais sur le premier Avignon en 2022, et l'année dernière, on a retravaillé la mise en scène et on l'a enlevé parce qu'on trouvait que c'était un peu trop appuyé sur l'aspect de la vengeance contre les philosophes, alors qu'on le comprenait assez bien en fait dans le spectacle. Ça devait être bien rigolo, bien impressionnant quand on rentre en tant que spectateur, bien tranquillement, et on voit une Kill Bill donc de maintenant avec c'est un ça, sabre. ouais. Et tu découpais pas des têtes, au moins le premier rang n'avait rien. Non, le public est safe. Tu les menaces pas. Non, juste il y a que les philosophes qui en prennent pour leur grade, mais le public est en sécurité. Et des philosophes actuels aussi ? En fait, dans le spectacle, j'essaye de prendre un philosophe par siècle. Et l'idée, c'est de terminer avec moi. Donc, je suis la dernière philosophe du spectacle. Donc, la philosophe du 21e siècle dans le spectacle, c'est moi. Et du coup, pour le 20e siècle, par exemple, j'ai pris Sartre. Et à chaque fois, j'essaye de prendre un philosophe par siècle. J'ai essayé de prendre un philosophe que les gens connaissaient un peu. Et s'ils ne connaissaient pas la pensée du philosophe, au moins de nom, pour que ça évoque quelque chose aux spectateurs, quoi. Est-ce que des philosophes sont déjà venus à ta représentation, juste par curiosité ? Ouais, j'ai eu des collègues, j'ai eu des personnes que je connais pas, mais qui sont venues se présenter à la fin du spectacle en me disant qu'ils étaient profs de philo et que ça les a fait bien marrer. Et ils ont approuvé tout ce que tu avais à dire ? Oui, après c'est pas un cours de philo, hein. C'est vraiment avec beaucoup de second degré, beaucoup de mauvaise foi évidemment, puisque cette prof de philo que j'incarne sur scène estime qu'elle aurait dû percer tout autant que Aristote et Spinoza par exemple, et elle comprend pas pourquoi eux ont percé et pas elle. Et après j'ai eu des lycéens qui aimaient beaucoup la philo, qui sont venus me voir, et des étudiants en philo, forcément comme le titre interpelle. C'est de la vulgarisation philosophique, mais avec beaucoup d'humour et beaucoup de parti pris, de liberté prise. Ok, mais rassure-moi, ton spectacle ne dure pas 4 heures. Non, ça dure moins qu'une disserte de philo. Ça dure 1 heure, et en 1 heure, on refait tous les siècles. Donc, on refait 25 siècles d'histoire. C'est parfait, du coup, pour ceux qui veulent rattraper leur cours au moment du bac. Ouais, c'est ça. Du coup, je le reprends en juin, comme ça, juste avant le bac. Ça fait une bonne révision. Ouais, c'est clair. Mais en plus, je me dis, si forcément les gens vont pas ressortir du spectacle en se souvenant de tout, mais s'ils se souviennent au moins de quelques anecdotes, s'ils peuvent replacer tel philosophe dans tel siècle, c'est déjà pas mal. Même des citations, même si ça peut être une inspiré. citation, c'est très bien comme ça. Du moment que tu déformes pas trop les phrases des philosophes. Non, parce que tout ce que je dis dans le spectacle est vrai, évidemment. Oui. C'est la partie humoristique où c'est déformé, mais par contre, c'est de la... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Moi, parfois, je parle de vulgarisation humoristique. Ok. C'est une manière d'aborder la philo. Le parti pris, c'était quand même de rendre la philosophie accessible et de la désacraliser par rapport au fait que ça peut parfois impressionner quand on dit le mot philosophie. Ok. Parce que la vulgarisation scientifique, c'est rare au niveau des spectacles. Je crois que c'était Max Bird qui faisait ça, avec les sciences. Tout à fait, ouais. Et moi, c'est ça aussi que j'aime bien chez Alexandre Astier, parce qu'il fait pas mal de vulgarisation. Il avait fait un spectacle sur un compositeur dont le nom m'échappe, mais il avait fait son spectacle sur les ovnis aussi. Il avait fait un spectacle où il vulgarisait un peu toutes les théories qu'il y avait eu sur les ovnis. Donc c'est une démarche que j'aime assez dans le stand-up. Et pourquoi l'avoir mis plus au niveau du stand-up que par exemple une vidéo explicative sur YouTube ? Je fais aussi des vidéos, mais moi, comme je viens du théâtre, l'idée c'était d'en faire un spectacle quand même. C'était un peu le projet depuis longtemps. Et après, quand je me suis mise au stand-up, du coup, le spectacle est très influencé par le stand-up parce que c'est ce que je pratique depuis 4 ans. Donc il y a plein de passages stand-up, mais incorporés dans un spectacle vraiment théâtralisé avec un fil rouge du début à la fin.
Oui, c'est ce que tu aimes faire aussi, donc transmettre. C'est ça, transmettre des connaissances puis raconter une histoire. C'était très important pour moi que ce soit pas un collage de plusieurs sketchs que je fais dans les comédie clubs. Et d'ailleurs, il y a des passages que je travaille en comédie club qui fonctionnent, qui sont efficaces et qu'en fait, je peux pas mettre dans le spectacle parce que ça ferait trop un pas de côté par rapport à l'histoire générale et je pense que le spectateur pourrait s'y perdre. D'accord, donc à chaque fois tu fais bien des choix stratégiques pour adapter. Voilà, pour quand même qu'on suive parce que c'est quand même un peu costaud. Des fois, le plus jeune spectateur que j'ai eu, il avait 10 ans. Et j'étais là, ça va, t'as suivi. Et faut rester. Comme on remonte les siècles, faut suivre quand même. L'histoire de la philosophie, c'est quand même un gros morceau, même si c'est vraiment de manière très très accélérée. Même il faut faire une petite gymnastique intellectuelle, voilà, avoir c'est certains ça. repères déjà. Voilà, c'est ça. Le pauvre petit de 10 ans. Bah oui. C'est ses parents qui devaient être contents, je pense, pour bah cette culture après, générale. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des références et des blagues dans le spectacle qui sont accessibles à un peu tous les publics, parce que des fois, il y a des références pop culture que, je sais pas, des quadras vont moins avoir que des jeunes. Donc c'était pas mal. Mais bon, après, en fait, comme il y a pas mal aussi d'act-out et de gags visuels, en fait, chacun... De quoi, pardon ? Est-ce que tu peux expliquer le terme que tu viens d'utiliser ? Un act-out, c'est quand on a une blague et en fait, on va la jouer. Tu vas la mimer ? Voilà, par exemple, le mime, c'est un act-out. Gad Elmaleh joue beaucoup sur ça. Florence Foresti aussi joue beaucoup d'act-out où elle dit une blague sur, je sais pas, sur un garagiste et ensuite, elle va mimer le garagiste. Et ça, typiquement, ça permet à de très jeunes spectateurs en fait de rire sur des choses qui sont très visuelles. Même s'ils comprennent pas trop. Voilà, ils n'ont pas très bien compris la blague, mais en fait, ça les a fait rire. Et tu arrives à détecter qui rit par rapport à la blague et qui rit par rapport. Ouais, ça c'est quand on a un spectacle, notamment quand à Avignon, on se rend compte beaucoup de ça parce que on s'en rend bien compte parce que comme on joue le spectacle tous les jours. Ça permet de vraiment voir les différences d'un jour sur l'autre en fonction du type de public. Et tu t'amuses à incarner les différents philosophes ? Il y a des philosophes que je joue, je les joue pas tous, mais il y a des philosophes que je joue, oui. Ça doit être rigolo à voir. Ouais, venez voir le spectacle. On va essayer d'assister à ta représentation complète. Avec plaisir. Parce qu'au Grenier du Rire, enfin pas au Grenier du Rire, pardon, mais aux Olympiades du Rire, je crois que c'était 7 minutes, tu disais que tu étais passé. C'est ça. Ça donnait déjà un bon petit aperçu, bien rigolo, exact. avec un texte bien travaillé. Exact. Et puis c'est pas tous les jours qu'on peut voir de la philosophie sur scène. Ouais. Et puis ça fait du bien de faire de la philosophie sur scène, ça dénote par rapport au stand-up, par rapport aux autres sets, et en fait on voit que le public adhère bien en fait quand c'est amené avec une petite introduction, les gens se laissent quand même embarquer sur des sujets un peu plus costauds, même si c'est un dimanche soir à 19h. Donc je pense que les gens ont envie de ça aussi. Ok. Et tes élèves, sinon, ils ont réagi comment quand ils ont su que tu faisais un spectacle ? Ils sont venus me voir. Il y en a qui sont venus me voir et qui ont beaucoup aimé. Donc, non, ça se passe très bien. Super. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tester certaines blagues ou certains passages de tes sketchs sur tes élèves ? Pas du tout. Pas du tout. Non, ça me fait... Je pense que pas mal d'humoristes feraient ça ou font ça même avec leur entourage dans leur vie privée. Moi, je teste mes blagues avec mes amis humoristes. Et tes élèves ne t'ont jamais demandé justement s'il faut avoir un petit aperçu en classe ? Non. J'essaye de cloisonner un peu les deux mondes. Je comprends. Et donc ton spectacle, il est ton spectacle est bien adapté donc aux plus jeunes comme aux adultes, à ceux qui ont vraiment déjà un assez bon niveau en termes de philosophie. Ouais, c'est ça. En fait, personne ne s'ennuie. Non. En fait, le spectacle, moi, je l'avais mis accessible à partir de 12 ans, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, le fait de quand même être capable de se concentrer sur une histoire qui dure 1 heure, où il y a un fil rouge à suivre. Après, il y a toujours à Avignon, les personnes essayent toujours, quand ils ont des enfants de 11-10 ans, de passer quand même, de négocier, donc on les laisse rentrer quand ils insistent. Mais l'idéal, c'est d'avoir au moins 12 ans pour être capable de suivre un fil rouge le temps d'1 heure. Et après, il faut évidemment avoir aucune connaissance en philosophie pour comprendre le spectacle. Je ne l'ai pas écrit pour des doctorants en philosophie.
Donc ça c'est super aussi pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Donc il ne faut pas qu'ils aient peur justement d'aller voir ton spectacle. Ouais, non, tout à fait. Ils vont apprendre des choses dans tous les cas. Ils vont apprendre des choses sur la philosophie, sur l'histoire de la philosophie, des anecdotes. Et en plus, ça fait pas mal de rappels. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait de la philosophie depuis longtemps, c'est pas mal pour s'y remettre un peu de manière amusante. Ça doit te faire beaucoup de travail quand même entre la préparation des cours, la préparation des sketchs. Tu es tout le temps plongé dans la philo. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail. Heureusement que j'adore ça, que c'est une passion. Et c'est pour ça que là, j'ai mis un peu le spectacle en pause parce qu'on voulait revoir des choses sur l'écriture et la mise en scène. Donc comme ça permet de retravailler sans avoir la pression de jouer toutes les semaines le spectacle. Et puis je vais être très contente de le reprendre en juin, du coup, après cette longue pause. Ce spectacle doit te manquer, autant les répétitions que le soir même face à un public. Ouais, ça me manque beaucoup. Et puis surtout qu'Avignon, ça a été vraiment vraiment une dose émotionnelle assez forte, quoi, parce qu'on joue tous les jours. J'ai eu la chance que le spectacle se marche très bien à Avignon. On a fait complet tout le festival, donc ça a été vraiment une grande chance. Le spectacle a vraiment bénéficié du fait que je sois déjà venue l'année dernière. T'as déjà ta réputation. Ouais, mais moi j'y croyais pas en fait. Les gens me disaient si on fly d'une année sur l'autre, les gens qui n'ont pas eu le temps de venir voir le spectacle, ils reviennent l'année d'après. Et en fait, beaucoup de gens, quand je flyais dans les rues d'Avignon, me disaient vous étiez l'année dernière, j'ai pas eu le temps de venir, ok, on vient cette année. Donc en fait, voilà, pour les humoristes qui nous écoutent et qui ont fait leur première Avignon cette année, si vous y retournez en 2025, ce sera plus facile. Mais disons que tu as une affiche qui marque avec le personnage de Kill Bill déjà, et en plus tu parles philo. Donc ça oui, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir aussi parce qu'ils étaient fans de Kill Bill. Ah, t'as deux publics, donc les fans de Kill Bill c'est ça. Et les fans de philo. C'est ça, c'est l'avantage de faire de la... en philosophie, c'est un courant qu'on appelle la pop philosophie, le fait d'entremêler philosophie et pop culture. Donc, puis c'est des choses assez dans l'air du temps, en fait, de vraiment dépoussiérer des sujets assez complexes en y mettant des références assez pop, assez actuelles. D'accord. Et dans ton spectacle, donc, tu parles que de philo, que cette passion qui t'anime. Ouais, ça parle que de philo. Okay. Ça, c'est vraiment... on remonte les siècles. Et à chaque fois, on s'en prend il y a une victime par siècle, on s'en prend à un philosophe différent. Ok. Donc là, c'est ton premier spectacle, en fait, que tu vas retravailler un petit peu, ou t'en avais déjà encore... Non, c'est mon premier spectacle. Okay. C'est mon premier spectacle que je retravaille. Mais oui, non, c'est déjà assez de boulot. Donc là, l'idée, c'est de garder le même spectacle et d'en faire vraiment un objet bien fini, bien ficelé, bien travaillé. Et tu penses que tu pourrais en refaire un deuxième sans que ce soit trop redondant dans les années à venir ? Ou c'est peut-être pas un objectif ou... Si, tout à fait. En fait, il y a plein de pistes possibles sur le thème de la philosophie. Par exemple, une possibilité, c'est de faire un spectacle de philosophie pour les enfants, pour les petits. Ou alors même, pourquoi pas, faire un deuxième spectacle beaucoup plus stand-up où la philosophie aurait sa place, mais pas qui aurait pour thème la philosophie. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui me donne envie de faire un stand-up beaucoup plus classique sur moi, mes expériences, ce dont j'ai envie de parler, et d'y injecter des références philosophiques. Oh, ça dépend vraiment de l'axe que tu veux prendre. Ouais. Tu peux faire énormément de choses, c'est ça qui est bien avec le domaine artistique. Ouais, c'est clair. Et sinon, au niveau de la scène, c'est quoi que tu apprécies le plus ? Est-ce que c'est les rires du public, l'adrénaline au moment d'y aller ? Eh ben, moi, j'ai vraiment découvert du coup les comédie clubs un peu sur le tard, parce que comme je te disais, j'ai commencé par le théâtre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'immédiateté du stand-up, quoi, de pouvoir écrire des blagues, aller les tester, les retravailler, les retester dans la même soirée avec une autre scène. Là où au théâtre, il y a vraiment une année de répétition. Faut pas être absent. S'il y a un absent, ça endommage toute la répétition. Donc vraiment, cette immédiateté du stand-up, elle me plaît beaucoup. Et le contact aussi avec le public, arriver à connecter, à interagir avec le public, ça c'est vraiment chouette, quoi. Tu fais un peu d'impro avec, d'ailleurs ? Eh ben, j'en faisais peu quand j'ai commencé et j'en fais de plus en plus. Donc c'est un peu mes pistes d'amélioration. Là, j'ai envie de m'améliorer sur les impros et les interactions, parce que je trouve que c'est vraiment des moments qui, quand ça se passe bien, sont un peu magiques dans les comédie clubs. Et tu ressens aussi que le public attend ça de toi ? Ouais, en plus, le public adore... en fait,
quand on arrive avec une proposition assez originale comme la philosophie, la plupart des personnes qui sont là en Comedy Club à 22h, un mardi soir, s'attendent pas à parler de ça. Et du coup, ils ont beaucoup envie d'interagir. Puis souvent, quand on parle de philosophie, les gens ont tous un souvenir d'un prof ou d'un livre ou d'une citation qu'ils n'ont pas comprise. Et donc, les gens sont assez clients de ça, d'interagir, de poser des questions, de vouloir en savoir plus. J'imagine. Et pour revenir un petit peu au Festival Off d'Avignon, est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter à laquelle tu penses ? Une anecdote, cette année vraiment ça a été le fait que le spectacle a très bien marché. J'avais fait des petits badges humoristiques pour financer mon Avignon. C'est ce que tu as mis sur ton Instagram ? Ouais, j'ai mis sur mon Instagram. Hilarant. J'ai fait une vingtaine de badges avec des jeux de mots de philosophes. Donc il y avait va te faire de Beauvoir, ça sent le Rousseau, entrée Platon dessert. Celui-ci, je l'ai adoré. Et donc, en fait, je vendais ces badges à la sortie de mon spectacle à prix libre. Et pendant le festival, je recroisais les gens avec les badges. En plus, comme les badges, comme mon affiche est jaune. Voilà, c'est jaune aussi, ouais, en avec fait, une ça écriture noire dessus. Voilà, c'est ça. Donc, ça se repère très bien. Et ça, c'était génial, en fait, de recroiser les gens avec les badges du spectacle. Toi, tu les reconnaissais ? Ouais, je les reconnaissais. Alors, soit ils venaient me le dire, et j'ai une personne qui a acheté les 20 badges et qui les a tous portés, ouais, qui s'est mis tous les badges. La collection. Ouais, ça a vraiment été une idée que le public a beaucoup aimé, les badges. Donc ça a très bien marché à Avignon. T'es devenue une influenceuse. Ouais, c'est ça, une vendeuse de badges. Bientôt sur TikTok. Ouais, c'est clair. Non, ça c'était vraiment chouette de voir les gens avec les badges. Du coup, de reconnaître son public. Et puis comme à Avignon, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est vraiment petit comme ville. Donc en fait, les gens se recroisent tout le temps. Et surtout, ils peuvent parler du spectacle, ils se donnent entre eux des recommandations. Ouais, c'est ça. Parler des spectacles, c'est vraiment la discussion que tout le monde a à Avignon. Tout le monde ne parle que de ça. Donc les spectacles qu'ils ont vus, qu'ils ont aimés, qu'ils n'ont pas aimés. Est-ce que tu déambules aussi en costume dans les rues ? Non, je déambule pas en costume parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour ça. Par contre, j'avais une tenue jaune, un short et un débardeur jaune, ouais. Parce qu'il y en a qui vont avec plein de choses différentes, des costumes impressionnants. Ouais, du maquillage. Non, moi j'allais pitcher le spectacle. Puis en fait, souvent, quand je pitchais le spectacle, quand tu dis que tu fais un spectacle sur la philo, les gens se disent « Oula, c'est compliqué, ça va être un peu dur là, sous 40 degrés. » Et en fait, quand on discute avec les gens, ensuite, ils se rendent compte que c'est plus fun qu'autre chose et que c'est pas du tout un cours de philo. Donc j'aimais bien aller défendre le spectacle dans les rues. C'est vraiment quelque chose de chouette, quoi, à Avignon. Ça fait partie du charme du festival. Et c'est ce que tu apprécies le plus aussi. Tu préfères d'ailleurs les scènes parisiennes ou faire ta tournée à Avignon ? C'est très différent. Avignon, c'est vraiment un marathon. Ouais. C'est vraiment un marathon. Moi, c'était un rêve vraiment de gamine quand je faisais du théâtre d'aller pouvoir faire un spectacle à Avignon. On regarde ça de loin en se disant peut-être qu'un jour j'y serai aussi. Et là, complet tout le temps. Et là, c'était génial. Ah ouais, là, c'était génial cette année. Et avant de présenter mon spectacle à Avignon, donc la première fois en 2022, j'allais sur le festival pour aider des compagnies à flyer, à faire un peu de billetterie. Donc j'étais déjà une habituée du festival avant de présenter mon spectacle là-bas. Et en plus d'Avignon, tu vas aussi dans d'autres villes. Je crois que l'année dernière, tu as été à Lyon, à Agen. Ouais. À Toulouse. Valence. Et là, je fais la reprise du spectacle à Versailles. Okay. Le 21 juin, c'est les vendredis 20 et samedi 21 juin. Et ce sera à la Royal Factory durant le mois Molière, qui est un mois dédié au spectacle qui mettent des textes en valeur. Et du coup, le spectacle a été programmé dans ce cadre-là. Bravo. Ouais, merci beaucoup. Je suis très contente d'y retourner avec cette opportunité-là. Donc, ça va être top. Et la Royal Factory, j'y ai déjà joué l'année dernière. Donc, c'est vraiment un super théâtre. Et les gens, ils sont adorables. Donc, je suis ravie. C'est cool. On peut te retrouver un petit peu partout. En fait, il faut vraiment suivre ton actualité. C'est ça. Je mets les dates sur mon Insta. J'ai mon Insta Elise Orlise où je mets les dates de spectacle. Et des petites vidéos d'humour et de philosophie.
Donc c'est Élise Orliz sur Instagram, ORLIZ. Ouais, c'est ça. Donc il faut vraiment que tous vous alliez sur son compte Instagram pour regarder ne serait-ce que les badges qui sont hilarants. Il y en a 20, c'est ça que tu disais ? Il y en a 20 différents et on en a créé. Au début, il y en avait plus de 80 et on a gardé les meilleurs parce qu'après, il y avait trop de jeux de mots. Mais on a gardé les 20 qui nous faisaient le plus rire. Bah, super. En tout cas, merci beaucoup Élise Orliz pour ta venue. Avec plaisir. Donc l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Très bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.